Avec un nouveau lot de mise à jour des règles vient le besoin de revoir les stratégies et tactiques de chaque faction. Aujourd'hui, Nick Nanavati de Art of War nous parle des démons du chaos. Nous allons nous plonger dans une autre faction de la méta des arches fatidiques, Arc of Omen. Nous examinerons le nouveau détachement, les ajustements de points et la data slate pour comprendre exactement comment les démons s'en sortent. Après avoir passé en revue les principaux changements apportés à la faction, nous examinerons le jeu dans son ensemble et nous donnerons un aperçu rapide de ce à quoi la méta pourrait ressembler dans un avenir proche. Enfin, nous terminerons par quelques exemples de listes. Donc, attachez vos ceintures, nous allons directement dans le Warp. Alors que la plupart des armées se réjouissent du fait que la construction de liste dans Arc of Omen est devenue un peu plus simple et que vous n'avez pas à payer pour des unités que vous ne voulez pas vraiment prendre. Les démons n'en font pas partie. La malheureuse réalité du nouveau détachement est que vous devez jouer avec une liste monodieu afin de débloquer les effets Warpstorm spécifiques. Auparavant, on voyait en particulier une petite patrouille de cornes dans de nombreuses listes de démons pour débloquer la tempête Warp Fury of Corn, offrant un bonus de plus une attaque, et empêcher les unités ennemies de battre en retraite avec Overwhelming Rage. C'était un facteur clé pour de nombreuses armées de démons dans des matchs spécifiques, où le fait de piéger des unités d'artillerie en combat pouvait permettre de gagner la partie. Pour l'attaque supplémentaire, elle permettait d'avoir des Bloodletters pouvant atteindre certains seuils de dégâts. Un autre élément limitatif du nouveau détachement Arc of Omen est que nous ne disposons que de 4 emplacements de QG. Bien que cela ne soit pas un problème majeur dans la plupart des cas, ceux qui voulaient absolument spammer les Greater Demons, les démons majeurs, sont maintenant légèrement plus limités. Mais tout n'est pas négatif. Le nouveau détachement permet également de prendre des Nurglings comme troupes, sans avoir à craindre qu'ils ne remplissent pas le nombre minimum de troupes requis. C'est une bonne chose, en particulier pour les disciples de Be'lakor, où vos Nurglings gagnent à la fois un objectif sécurisé et remplissent cette exigence de Nurgle, pour maintenir le nombre d'unités spécifiques à un dieu dans votre armée. Les démons ont largement bénéficié des divers changements de points. Les seules augmentations réelles que les démons ont reçues sont 10 points sur Indomitable Onslaught, qui amène le Bloodthirster à 360 points, et quelques points supplémentaires pour le Lord of Change et son amélioration exaltée, Master Mutator. Nous avons également reçu de nombreuses réductions, que je vous affiche directement. Cela fait beaucoup de changements, certains ayant plus d'impact que d'autres. Passons rapidement en revue ceux qui ont le moins d'impact. Rotigus, Silesk et le Grit and Clean One ont tous vu leur valeur diminuer de 20 points. Ces baisses sont les bienvenues pour tous ceux qui les utilisaient déjà. Mais elles s'accompagnent surtout d'un nouvel inconvénient, celui de n'avoir que 4 choix de QG au total dans le nouveau détachement. Les Grit and Clean One sont les plus lents et les moins maniables des grands démons, ce qui limite vraiment leur utilisation sur la table. Vous pourriez théoriquement utiliser 3 de ces grands types pour un coût de base de 840 points, ce qui est en fait assez décent pour la quantité de points de vie que vous obtenez. Mais en fin de compte, ils ne font pas grand-chose. Silesk, pour 180 points, est un peu difficile à maintenir en vie une fois qu'il s'est engagé dans le combat, car il est surcoté pour être utilisé en tant qu'unité de trade et trop cher en tant que pièce de soutien. Enfin, les drones de la peste ont également subi une baisse de 5 points, ce qui est tout à fait dans la bonne direction. Mais lorsque vous les comparez à vos autres options d'attaque rapide, ils ne sont tout simplement pas à la hauteur. Maintenant, passons aux bonnes choses. Les Fiens, comme j'aime les appeler, les Fiend, et les Fleshhound ont tous deux bénéficié d'une baisse significative. Et tous deux étaient déjà des unités qui ont été utilisées. 5 Fiens, pour 150 points, vous donnent 20 points de vie pouvant se déplacer rapidement, frapper fort, traverser les murs, est un problème pour beaucoup d'unités démons, et être assez durable avec Delightful Agonies. Les Fleshhound à 15 points peuvent vraiment fonctionner de 3 façons. Vous utilisez des unités à 5 figurines pour harceler l'ennemi, ou faire écran de téléportation, ou alors des unités de 7 pour 105 points, qui peuvent vraiment fonctionner comme des unités de 5, mais pouvant encaisser des blessures tout en restant menaçants. Enfin, la dernière manière, une unité complète de 10 est également envisageable pour seulement 150 points, ce qui est absolument fantastique quand on voit à quel point ils sont rapides, percutants et résistants. Le grand défi ici est que lorsque vous commencez des listes avec 30 Fleshhound et 15 Fiens, vous vérifiez essentiellement les statistiques de votre adversaire, afin de savoir s'il est capable de gérer facilement ou non des figurines à multiples points de vie et endurance 4, ce qui ne fonctionnera pas toujours. Trouver le bon rapport entre ces deux unités et le reste de l'armée va être crucial. Les Screamers se sont aussi beaucoup améliorés avec leur diminution de 5 points. Ils offrent une alternative intéressante aux Flammeurs, nous y reviendrons plus tard, et ils ont beaucoup d'utilité grâce à leur vitesse. Une unité de 3 peut s'envoler pour réduire le commandement ennemi, marquer l'objectif Reality Rebels et faire un écran efficace à 175 points. Une unité de 5 ou 6 peut largement faire la même chose, avec le bonus supplémentaire de frapper assez fort, surtout en disciples de Be'lakor avec la relance des touches, sans parler de leur capacité à infliger des mortels. En parlant des disciples de Be'lakor, c'est là que vous pouvez tirer profit des Blood Crushers et des Seekers. Ils ont tous les deux connu des baisses de points intéressantes et bien nécessaires. Mais ils ont toujours le désavantage fondamental de devoir se déplacer en faisant le tour des murs, parce qu'ils sont cavalerie. Pour les disciples de Be'lakor, vous avez accès à un stratagème pour un point de commandement qui vous permet simplement de traverser les figurines horizontalement comme s'ils n'étaient pas là. Ceci peut vraiment créer de puissants combos. L'armée de renom de Be'lakor est assez intéressante car il ajoute également beaucoup de valeur aux listes démons.
Pour un point de commandement, vous pouvez soigner et même ranimer des figurines qui fuient une unité ennemie, bien que ce stratagème soit très situationnel. Ranimer une bête de Nurgle et la faire bénéficier d'une guérison automatique à la fin de la phase de morale peut être excellent. Justement, en parlant des bêtes de Nurgle, elles bénéficient d'une relance des 1 pour toucher lorsqu'elles sont à côté de Be'lakor, lorsque vous êtes capable d'infliger des blessures mortelles sur des 6 non modifiés pour toucher, ce qui en fait une unité très intéressante avec sa réduction de points. Les horreurs roses et les plaques bearers, qui obtiennent une réduction, est également très apprécié, car ils étaient les unités de troupes les moins viables. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore très utiles, peut-être pour des rôles de niche, ou dans des listes monodieux. Ceci nous amène au dernier document qui a changé en une nuit, la balance data slate. Nous savions tous que cela allait arriver, mais je pense qu'aucun d'entre nous ne savait comment. La seule mise à jour que nous avons eue dans ce document était le très attendu nerf des flammeurs. Désormais, ils doivent faire un jet pour toucher. C'est un changement tellement génial. L'unité garde toujours un but et une jouabilité. Il crée une synergie avec la tempête warp de Tzeentch, Deluge of Fire, offre un bonus de +1 pour toucher. Combiné au pouvoir psychique Infernal Flame, vous aurez une unité pouvant bouger de 12 pouces, d'advance d'un des 6 au besoin, car c'est une arme d'assaut, touchant à 3+, ou 2+, selon les bonus et malus, avec une force de 5 et un bonus de +1 pour blesser. Cette modification est si impactante qu'elle modifie pas mal de choses dans l'utilisation de cette unité. Elle subit le malus pour toucher lorsqu'elle advance, certes, l'Overwatch ne touche plus automatiquement, un jet pour toucher sera nécessaire de base sur du 6, pouvant monter à 5+, si vous défendez dans un élément de terrain vous le permettant. Du côté de Be'lakor, il vous permettra de relancer les jets pour toucher, tout simplement. Je suis sincèrement impressionné par le fait que Games Workshop ait nerfé les flammeurs de manière aussi réfléchie, sans que cela ne détruise complètement l'unité, tout en rendant d'autres unités et options de construction bien plus viables. Il est souvent facile de critiquer Games Workshop, mais il faut aussi savoir les féliciter, quand ils font un travail formidable. Donc bien joué Games Workshop. Maintenant, la question est de savoir comment s'adapter. Cela nous amène à la dernière pièce du puzzle, les autres factions. Le but de cette section n'est pas d'essayer de prédire avec précision comment le jeu va évoluer, ni de traiter chaque changement. C'est un travail qui incombe à l'ensemble de la communauté Warhammer. Au lieu de cela, nous allons prendre ce que nous savons comme des faits, et faire des extrapolations logiques à partir de là. Pour commencer, l'armure de mépris a disparu. Cela signifie probablement que les armes de PA-1 et de PA-2 sont beaucoup plus efficaces. Auparavant, nous devions prendre des Bloodletter et d'autres unités à PA élevé dans les démons pour avoir une chance contre certaines des listes les plus durables basées dessus. Thousand Suns ? Ce n'est plus le cas, et cela ouvre la voie à la viabilité de nombreuses de nos unités, mais aussi à de nombreuses unités dans l'ensemble du jeu. Les Space Marines sont devenus beaucoup moins chers, nous allons probablement en voir beaucoup plus. Ils ont des améliorations gratuites à profusion, et leur coût de base a beaucoup baissé. Les boucliers sont de nouveau sur le marché sans l'armure du mépris, et avec des réductions de coûts, être capable de tuer des Marines efficacement et rapidement sera primordial pour réussir. Les Arlequins ont reçu un nerf à l'échelle de l'armée, pour leur sauvegarde invulnérable, les réduisant d'1 point, ce qui permet d'avoir une 5+, sur la plupart des unités, et ceux qui avaient une 3+, une 4+. Bref, moins de clowns dans la méta est une bonne chose pour les démons, car ils étaient l'un des matchs les plus difficiles. Les aircraft commencent en réserve. Cela n'a pas d'impact sur les démons en tant que faction, mais cela aide à faire tomber les taux d'un cran, à cause de ces satanés Sunshark Bombers. En général, ils étaient un type d'unité qui nécessitait vraiment l'utilisation de flammeurs pour être efficaces. Mais depuis qu'ils doivent faire un jet pour toucher, ils sont considérablement moins impactants. Et puisque nous verrons moins d'avions, ce n'est plus un problème. Les unités anti-réserve n'ont jamais été aussi fortes. Malheureusement pour les démons, les infiltrateurs Space Marine sont devenus moins chers. Et la sortie du Codex Astra Militarum signifie qu'ils vont ajouter une autre armée qui peut faire écran aux unités à 12 pouces. Les Thousand Suns ne sont plus ce qu'ils étaient. C'était une armée qui obligeait les démons à utiliser Scarbrand pour être compétitifs, en raison de sa nature destructrice et de son immunité au pouvoir psychique. Heureusement, comme toutes les armées de type Space Marine, les Thousand Suns ont perdu l'armure du mépris, ont vu leur flammeur réduit, et ont tout simplement perdu le secondaire Wrath of Magnus, qui aurait été un 15 points gratuit dans ce match-up. C'est un énorme avantage. Les Swooping Hawks ont augmenté de 5 points par figurine. Ils étaient auparavant l'une des meilleures unités contre les démons par la saturation qu'ils apportaient. La règle des blessures automatiques sur des 6 pour toucher est tellement létale pour nos démons avec une endurance de 8 ou plus, et pour couronner le tout, ils faisaient des mortels quand vous vous approchiez trop d'eux, sans compter que vous ne pouvez jamais les attraper. Bien que toutes ces règles soient toujours en vigueur, l'augmentation du prix va certainement réduire leur nombre dans les listes. Il y a beaucoup d'autres changements. Je sais que je ne les ai pas tous couverts, ni les ramifications de chaque changement. Je voulais juste mettre en évidence certains des grands changements que le jeu a connus, et comment ils sont directement liés aux démons. Mais avec toutes ces informations, il reste une question brûlante. Où allons-nous à partir de maintenant ? Pour la première liste, je vous propose une allégeance Khorne. En QG, un Bloodthirster avec le trait Brazen Hide pour avoir une insensible générale à 5+, la relique Angarrod's King of Blade permettant d'ignorer les malus pour toucher et blesser, ainsi qu'une amélioration des dégâts de votre arme d'1 point. C'est pratique lorsque vous pouvez monter à 16 attaques de force 8, PA-3 dégâts 3,
Et enfin, pour l'amélioration exaltée, Indomitable Onslaught pour ne pas perdre plus de 8 points de vie par phase. Si vous préférez, il existe une autre version, j'affectionne, où l'on change la relique pour lui donner le Blood Drinker Talisman, pouvant régénérer jusqu'à 6 points de vie par phase de combat, soit un potentiel de 12 points de vie par tour de jeu. Pour les connaisseurs, c'est un peu comme affronter le roi sans nom. Ensuite, Skarbrand, simple, efficace, je dirais même plus basique. En troisième choix, Karanak. En troupe, 3 unités de 10 Bloodletter. En élite, une unité de 5 Blood Crusher. En attaque rapide, 3 unités de 10 Flèche Hand. Et enfin, en soutien, 2 Skull Cannon. Une endurance 7 avec 9 points de vie en invulnérable 4+, pour seulement 90 points. De quoi faire tranquillement vos quarts de table. Comme dit plus tôt, c'est du monocore. Pour utiliser la plus forte table de Tempête Warp, c'est une stratégie assez simple. Du sang pour le dieu du sang. Notez que simple ne veut pas dire inefficace. La force de cette armée réside dans ses capacités à impacter en mêlée, et particulièrement d'empêcher l'adversaire de se désengager. Pour la deuxième et dernière liste proposée, en Allégeance Undivide. En QG, un Lord of Change avec l'amélioration exaltée Architect of Deception, infligeant un malus de -1 pour être touché contre les tirs. Il se complète parfaitement avec le trait Incorporeal Form, infligeant un malus d'1 pour être blessé contre toutes sortes d'attaques. Pour la relique, The Impossible Robe, afin de neutraliser des dégâts d'une attaque de notre choix par phase. Du côté des pouvoirs psychiques, Infernal Gateway, Bolt of Change et Gaze of Fate. On rajoute le petit Skarbrand, entre guillemets, un Transweaver avec le pouvoir Delightful Agonies, et un Infernal Enrapturess pour ranimer des figurines de Slanesh. En troupe, 2 unités de 10 démonettes et une unité de 3 Nurglings. Du côté des élites, 3 unités de 5 fiens, et en attaque rapide, 3 unités de Fleshhound, une unité de 5 et 2 unités de 7, et enfin, pour finir avec la liste, une unité de 5 Screamers. Cette liste essaie vraiment de tirer profit des différentes forces des démons. Le Lord of Change est une bonne alternative au Bloodthirster puisqu'il est quasi immunisé contre les tirs de la plupart des factions et ajoute une capacité de génération de blessures mortelles intéressante lorsque l'armée en a besoin. Skarbrand est toujours excellent grâce à sa capacité d'anti-désengagement, et je pense qu'ignorer les sauvegardes invulnérables est incroyablement utile dans un monde sans armure du mépris, mais avec beaucoup de boucliers. L'Infernal Enrapturess se marie très bien avec tous les fiennes, car non seulement elle agit comme un Warp Locus pour les faire venir des réserves, mais elle peut aussi les ranimer pour tenir les objectifs à découvert et faciliter la portée de charge, car lorsque vous ranimez une figurine, vous pouvez la mettre en cohésion de la figurine la plus proche d'une unité ennemie, afin de gratter quelques pouces. Comme ça, durant votre phase de mouvement, vous allez pouvoir bouger, et grâce aux pouces grattés, vous pourrez avoir une charge beaucoup plus facile. Les flèches Hand d'Elefian, comme nous l'avons vu plus tôt, sont très bons vu leur coût par figurine. Je pense qu'il sera possible de garder l'empreinte de l'armée relativement petite pour éviter de se faire tirer dessus dans les premiers tours. Globalement, je pense que les démons devront s'orienter vers des listes Undivide. Le Bloodthirster sera toujours un monstre, peu importe sa construction. Certaines listes monodieux pourront sortir leur épingle du jeu. Nous avons déjà vu dans une vidéo top list une liste mono-Nurgle atteindre un top de tournoi. Il y a aussi pas mal d'options intéressantes à explorer du côté des disciples de Be'lakor, le premier des princes restant un combattant hors pair. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me suis basé sur l'excellent article de Goodhammer où j'ai fait quelques ajustements. Comme d'habitude, vous trouverez en description le lien de l'article. Sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.